un modérateur sera Christophe Ambroise, donc, qui commencera des questions. Je pense que l'idée, c'est aussi d'avoir des questions de la salle éventuellement. Oui. Donc le thème général, ce sera à propos de l'IA et l'utilisation de l'IA pour les mathématiques. Donc je représente David. David est un mathématicien qui a une carrière variée, qui a fait des mathématiques, donc des maths pures, on va dire, qui en fait toujours, et en tout cas qui garde toujours un intérêt pour les mathématiques, qui ensuite a changé en créant une start-up qui s'appelle Taniclou, c'est ça, et qui, qui utilisait des systèmes en particulier d'apprentissage et de data science pour différentes choses. Et donc plus récemment, je ne sais pas comment décrire exactement, tu, tu as écrit un livre sur les mathématiques, donc Mathematica, sur la façon dont les mathématiciens pensent. Donc maintenant, tu es aussi écrivain. Et donc je ne sais pas comment tu décrirais actuellement ton activité, mais voilà, bon. Ça, c'est pour situer un petit peu la richesse de ton background. Et donc, dans ta réflexion sur la façon dont on fait les mathématiques, intervient bien sûr récemment le rôle de l'IA, dont on entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de mathématiciens qui s'expriment sur le sujet. Donc voilà, ça va être le thème de la deuxième intervention. Ok. Merci pour l'intro. Je ne sais pas quel est mon métier, peut-être écrivain en fait aujourd'hui. Mais bon. Du coup, je répète, j'ai un fil directeur, mais évidemment toutes les questions sont les bienvenues. Si jamais vous voulez intervenir, faites signe pour essayer de nous sortir de la discussion. Donc merci pour la présentation, Gilles. Donc, avec Vincent, on avait découvert ton livre il y a quelques années. Je pense que c'était avant l'explosion de ChatGPT. Et on l'avait tellement aimé qu'on t'avait invité pour en parler. Et du coup, je l'ai beaucoup conseillé. J'ai rencontré aussi des gens qui m'en ont parlé de manière spontanée. Le libraire de GIF, par exemple, ma voisine, est-ce que je l'avais lu? Et du coup, c'est un livre. Donc, alors, tu as écrit plusieurs livres, mais celui dont on parle, c'est Mathematica, donc sur effectivement la façon de penser. Et peut-être la première question, pour commencer doucement, c'est d'écrire ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire ce livre. Ouais. En fait, donc moi j'ai fait des maths parce que, comme beaucoup de gens qui font des maths, parce que j'étais bon en maths et parce que je trouvais ça intéressant. Mais je n'avais pas décidé que je voulais en faire un métier. Par contre, il y avait un truc qui m'intriguait vraiment, c'est que je ne comprenais pas comment c'était possible de comprendre les maths en fait. Ça me paraissait impossible à comprendre et puis d'un seul coup, je me mettais à comprendre des choses. Et le fonctionnement du cerveau était un mystère complet pour moi. Et ça a été une motivation pour continuer. J'ai eu l'impression d'être en terrain d'expérimentation. Donc du coup, je suis allé assez loin. J'ai fait une prépa, l'école normale supérieure, une thèse de maths pure, puis une carrière aux États-Unis, puis en France au CNRS. Mais le vrai sujet qui m'intéressait, c'était ce qui se passe dans le cerveau quand on fait des maths et aussi en général, parce que les maths sont un bon terrain d'expérimentation pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez de ma carrière et je me suis dit que je voulais écrire enfin. J'avais donné un cours pour les élèves littéraires de l'école normale supérieure où j'avais expliqué un peu ce que c'était que les maths et comment fonctionnaient les fondements des maths. Et je m'étais rendu compte que tout ce que je croyais avoir appris était assez bidon, en fait, ça marchait pas, c'était pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passait. Et donc, à un moment où j'avais démontré un gros théorème, j'ai fait une pause dans ma recherche en me disant je vais écrire un livre de vulgarisation. Puis je me suis mis en congé du CNRS, puis j'ai eu une opportunité d'aller bosser 1 an dans une boîte, ça m'a donné envie d'en créer une. Je pensais que ça allait m'occuper 2 ans et que j'allais pouvoir écrire mon bouquin sur les maths, et ça m'a occupé 12 ans. Donc ma boîte a été vendue il y a 3 ans. Et depuis, je continue de creuser ce sujet que je trouve très intéressant parce que c'est à la fois un sujet d'expérience personnelle, de choses subjectives, et de vraies questions scientifiques où les choses qu'on a racontées et qu'on a théorisées depuis des siècles sont complètement à côté de la plaque. Donc c'est une super opportunité. Alors du coup, si on revient un peu sur la façon de fonctionner du cerveau et de
ce qui est enseigné ou de ce qui est écrit? Qu'est-ce qui te paraît vraiment différent entre ce que tu as compris de la façon dont tu fonctionnais et la façon dont les gens peuvent le percevoir de l'extérieur? Alors, il y a plusieurs angles à ça. Il y a un angle hyper pratique qui est de regarder comment les mathématiciens fonctionnent, en vrai. Officiellement, les mathématiciens sont censés être rigoureux, logiques. Ça m'insupportait quand j'étais chercheur au CNRS en maths. J'arrivais dans une soirée, à la fin, je disais que j'étais journaliste sportif parce que j'en avais vraiment assez. Mais quand je disais que j'étais mathématicien, ils disaient « Ah, moi, j'ai pas du tout l'esprit logique ». Mais franchement, ils ont vu des mathématiciens, en fait. Quand Ramanujan décrit ses rêves où il voit un rideau de sang qui tombe du plafond et une main qui dessine des intégrales elliptiques sur le rideau de sang, et il se réveille, il prend des notes, c'est pas un mode de pensée logique. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas logique comme mode de pensée. Et juste d'un point de vue complètement pratique, objectif, quand on fait de la recherche mathématique, c'est assez étrange comme expérience, c'est assez psychédélique, assez onirique, on rêve beaucoup, on rêvasse. Alors oui, on fait des raisonnements, mais c'est plutôt une manière de contraindre, de diriger, de corriger le fonctionnement intuitif. Donc ça, c'est la manière, je dirais, complètement pratique. Et je la trouve très intéressante comme point d'entrée, parce que c'est là où on se rend compte qu'il y a du bullshit, c'est quand on se rend compte que son expérience pratique ne correspond pas du tout à la théorie officielle. Dans la théorie officielle, en gros, il y a deux modes de pensée dominants en philosophie des maths. Il y a le courant platonicien qui dit les objets mathématiques existent de toute éternité dans le monde idéal des idées, etc. On ne sait pas où c'est ce truc, c'est des trucs qui datent d'il y a 2000 ans, les gens pensaient comme ça. Mais en fait, on a changé dans notre vision du monde. On ne pense plus qu'il y a des dieux dans un intermonde, etc. Donc c'est quand même hyper archaïque comme mode de pensée. Et il y a l'autre point de vue opposé, qui est les mathématiques sont un jeu formel de syntaxe qui n'a pas de sens, etc. Ce qui n'est pas vrai en fait. On utilise des systèmes formels pour implémenter des preuves mathématiques et pour formaliser l'exercice des mathématiques. Mais même Hilbert pensait que ce qui était important, c'était l'intuition qu'on mettait dessus. Il n'a jamais pensé que les mathématiques se réduisaient pour de vrai à ça. Personne ne le pense en vrai. Alors, donc pour faire l'avocat du diable, donc bon, je suis d'accord avec le rôle important de l'intuition. Quand donc dans ton livre, tu fais référence à Daniel Kahneman, qui était psychologue et prix Nobel d'économie. Et donc, alors, en français, le titre est un peu bizarre, c'est Système 1, Système 2. Donc où il défend qu'il y a deux systèmes de pensée, un très rapide qui nous permet de fonctionner de manière optimale dans la vie de tous les jours, c'est le système 1, et puis le système 2 qui est plutôt du coup très logique, beaucoup plus lent, plus réfléchi. Et donc ce que tu dis toi, c'est que on se rapproche, enfin, les maths, c'est pas uniquement le système 2. En fait, on utilise le système 2, mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ce que dit Kahneman, c'est qu'en gros, notre intuition a des biais cognitifs structurels et on dit des choses fausses systématiquement quand on raisonne de manière intuitive. Et dans ces cas-là, il faut utiliser le système 2, le raisonnement logique, rationnel, entre guillemets, pour obtenir la bonne réponse. Et je pense que beaucoup de gens sont convaincus, à mon sens à tort, que les mathématiques, c'est le système 2 et c'est ça qui permet d'avoir la bonne réponse. En fait, les mathématiciens professionnels, alors évidemment, c'est des gens un peu extrêmes, mais c'est intéressant de voir comment ils fonctionnent parce que ça donne des indications sur l'enjeu des mathématiques. Et ces indications concernent tout le monde, pas que les mathématiciens. Les mathématiciens utilisent leur système 2, mais pas vraiment pour avoir la bonne réponse. Ils utilisent le système 2 pour savoir à quel endroit ils se trompaient dans leur intuition, ou pour conforter leur intuition. Et en réalité, quand on fait ce travail-là, ce qui se passe, c'est que notre intuition se reconfigure. Quand on commence la topologie, on apprend qu'il y a des ouverts qui peuvent être aussi fermés, on se dit « Oh là là, c'est complètement débile ce truc, je comprends rien ». Et puis au bout d'un moment, on se met à trouver ça normal, parce qu'on comprend que c'est pas... c'est un piège du langage de croire que c'est opposé, ça veut dire deux choses différentes. Et c'est pas un problème après. Donc en fait, notre intuition, elle se reconfigure, et la preuve, tout le monde, y compris des gens qui sont convaincus de ne pas comprendre les mathématiques, a accès à un système de numération avec des nombres positifs, négatifs, des choses comme ça, alors que pour plein de gens, intuitivement, un nombre négatif, ça n'avait pas de sens. Il y a encore 300 ans, c'était impensable, moins 3. Aujourd'hui, ça paraît une banalité complète. Donc il y a bien quelque chose de plastique dans
la représentation qu'on se fait du monde et des objets mathématiques. Oui, effectivement. Enfin, c'est un sujet qu'on aborde souvent entre collègues, le fait que il y a, alors, peut-être plus au lycée ou au collège, où certains ont l'impression que c'est un système très rigide, hein, et qu'on ne peut pas en sortir, et que du coup c'est très très loin de l'intuition ou des sensations corporelles qu'on peut avoir, alors que les choses sont plus mélangées. Mais le système 1 a aussi ses dangers, dans le sens où il est tellement rapide que donc, la plupart du bouquin de Kahneman, c'est sur les biais cognitifs. Donc comment mon système 1 peut m'emmener dans le mur. Bien sûr. Voilà. Mais Donc, non, mais il va de soi que quand un mathématicien utilise son intuition, c'est pas son intuition de départ complètement arbitraire, c'est caprice oui. et c'est préjugé. C'est pas ça le sujet. Mais en fait, un des points que je trouve assez intéressant à expliciter, c'est est-ce que les mathématiques sont un langage? Beaucoup de gens disent que les mathématiques sont un langage particulier. Moi, je ne crois pas. Je crois que les mathématiques sont un rapport particulier au langage. Et c'est exactement ça le système 2. Mais il faut comprendre à quoi ça sert ce truc. Ce qu'on voit physiquement dans le monde réel des mathématiques, c'est des pattes de mouche dans des bouquins et des équations sur les tableaux, des trucs incompréhensibles, complètement abstraits, qui, en apparence matérielle, sont un système formel avec des symboles cabalistiques qui obéissent à des règles particulières. Donc vu comme ça, c'est un langage particulier. Mais en réalité, ce langage particulier, on sait très bien que c'est une manière synthétique de dire des choses qui pourraient tout à fait être dites dans une langue ordinaire, dans la langue de tous les jours. Par contre, le fait de l'écrire en symbole mathématique est indicateur qu'il ne faut pas le traiter comme une phrase normale. Il faut le traiter comme une phrase mathématique. Une phrase mathématique, c'est on joue à ce que j'appelle le jeu de la vérité, qui est qu'on fait semblant que les choses ont des définitions parfaitement rigoureuses, que les énoncés ont une valeur de vérité absolue, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Il n'y a rien qui est vrai. La Terre n'est pas ronde. Si elle était ronde, enfin, si elle était vraiment sphérique, il n'y aurait pas de montagne. Donc c'est pas vrai. Mais en même temps, ça dit quelque chose d'important. Donc cette vérité absolue mathématique, elle n'existe pas en vrai, mais on fait comme si. Et quand on fait comme si, ce qui est génial, c'est qu'on gagne le droit de jouer au Lego et d'assembler des vérités pour en fabriquer des plus complexes. Parce que dans la vraie vie, le truc qui est vrai à 99%, quand vous commencez à faire un raisonnement qui emboîte des choses, en fait, c'est plus du tout vrai à la fin. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très troublant pour un mathématicien de lire des articles de biologie ou de physique, parce qu'on ne comprend pas à quoi ça sert de faire des expériences, parce que finalement, on a l'impression qu'ils ont modélisé un truc, on peut déduire des choses, on prédit, oui, c'est vrai. Non, en fait, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Même si ça a l'air vrai, ça ne marche pas, en fait. Et en médecine, on se rend compte que la plupart des trucs ne sont pas vrais, en fait, quand on les essaye. Ouais, c'est pareil en biologie, oui. C'est vrai, sauf quand c'est pas vrai. Il y a des exceptions partout. Non, mais voilà. Oui. Donc, en fait, il faut recalibrer en permanence la véracité des choses en les reconfrontant à la réalité empirique, parce qu'en fait, le langage, dans la vraie vie, marche pas vraiment comme on voudrait. C'est ce que dit Wittgenstein dans ses bouquins. Il dit, plus on examine le langage, plus on se rend compte qu'il ne répond pas du tout au cahier des charges qu'on aimerait qu'il ait, en fait. Bon, sauf en maths. Alors, et ça, cet outil-là de rapport au langage a pour effet de solidifier notre intuition. Et c'est là où c'est fondamental. C'est-à-dire que ça, c'est pas oublier le système 1 pour faire le système 2, c'est utiliser le système 2 pour renforcer le système 1. Oui. Oui, je suis d'accord. Donc, tu parles beaucoup, donc tu fais pas mal de parallèles entre le langage et les maths. Et donc, il y a 3 ans, ChatGPT a émergé. Donc, au départ, c'était déjà impressionnant, mais c'est essentiellement de la manipulation de langage, donc la prédiction du prochain mot. Après, très retravaillé, mais essentiellement, ça manipule le langage. Et est-ce que, à ton avis, c'est proche de notre façon de faire des maths quand c'est appliqué aux mathématiques? Alors, bizarrement, c'est plus proche du système 1 que du système 2. Oui. Parce que c'est le langage, mais le rapport intuitif au langage, qui est, on ne réfléchit pas trop, mais on dit ce qui nous passe par la tête, quoi. C'est l'inspiration pure, en fait, ChatGPT. C'est vraiment de l'intuition pure. Ce qui est intéressant, c'est quand on va le coupler avec des prouveurs formels. Donc, en gros, il y a les deux extrêmes. Il y a la partie LLM, qui est la partie
je baratine en disant ce qui me passe par la tête, en associant un mot à un autre, et comme j'ai appris sur tout le discours de toutes les personnes qui ont été prononcées depuis le début de l'humanité, je sais quand même pas mal de choses, donc je dis des choses assez sidérantes, génial. Et c'est une forme d'intelligence, enfin, faut pas, je pense que c'est pas la peine de nier ça, c'est pas la même que la nôtre, elle a des défauts à certains endroits, mais c'est une forme d'intelligence. Et à l'opposé, il y a l'approche formaliste qui s'est développée, qui est les langages comme Coq, Lean, tous ces trucs-là, qui vont être des formalisations enfin propres, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Les vraies maths écrites dans les bouquins de maths, c'est pas dans Zermelo Fraenkel, c'est écrit dans un espèce de gloubi-boulga qui fait semblant que c'est formel, mais c'est pas vraiment formel. Donc il y a la formalisation, et qui est, elle, pour le coup, le système 2. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était Google qui avait fait les premiers problèmes d'Olympiade de maths, je crois que c'est une équipe de Google, qui avait couplé. Je ne suis pas sûr, mais si Stéphane dit que oui, donc voilà. Qui avait couplé une partie générative type LLM avec un prover formel. Et en gros, en géométrie, c'était la partie générative faisait des constructions en introduisant des points supplémentaires dans des constructions géométriques, et à partir de laquelle le prouveur formel écrivait systématiquement toutes les assertions vraies qu'on pouvait construire avec ces nouveaux points. Et en faisant ça, en fait, ils arrivaient à résoudre des problèmes d'Olympiade de maths. Et on voit bien la dialectique entre les deux trucs. Ce truc-là reproduit quelque chose de l'activité mathématique. ChatGPT tout seul manque cruellement de logique. Oui, ça, on peut tous le constater. Donc, à l'utiliser, on a... Oui, Stéphane. Donc il s'approche de ce que j'appelle le système 3. Ce qui reste encore manquant, c'est à mon sens la constitution d'un corpus de choses qui sont vraies. Parce que les chain of thought qu'on voit dans les LLM aujourd'hui quand ils réfléchissent, en vrai, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais ce n'est pas complètement du raisonnement logique parce qu'ils arrivent toujours à se prendre les pieds dans le tapis dans certains corner cases. Donc j'ai l'impression que c'est plus une manière de réexaminer de manière critique avec, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, avec un petit peu de modélisation logique, mais il n'y a pas un corpus de faits auquel ils croient vraiment, auquel ils assignent vraiment une véracité, comme existe un corpus mathématique. Ah non, pour moi, c'est complètement découplé d'un langage formel type Lean. C'est plutôt la manière qu'on a de fonctionner quand on réexamine une dissertation et qu'on essaie de... On n'a pas de langage logique qui va nous dire l'idée à laquelle j'arrive à la fin de ma dissertation, c'est une vérité absolue. J'ai l'impression que c'est le prompt engineering, oui, c'est-à-dire qu'ils vont réécrire, ils vont réexaminer ce qu'ils ont produit avec des prompts d'esprit critique pour vérifier qu'ils n'ont pas dit trop de conneries, mais ça améliore beaucoup les choses, mais c'est pas exactement la même chose que la preuve logique en maths. Et donc, du coup, une question, est-ce que tu penses que dans quelques mois ou quelques années, cette combinaison de systèmes, langage et formalisme logique, va surpasser un mathématicien humain? Alors, tu poses la grande question. Parce qu'en fait, le mot surpasser veut dire plusieurs choses. Ouais. En fait, en vrai, ça fait très longtemps que les machines surpassent les humains pour faire des multiplications. Et c'était une grande histoire à l'époque. Ça a bouleversé le monde. Mais bon, aujourd'hui, ça nous paraît un peu dérisoire. Donc, surpasser à quoi exactement? Et c'est là où moi, je vois un danger. Je ne suis pas du tout anti-IA. J'ai moi-même fait du calcul formel sur des trucs quand j'étais un mathématicien. J'ai publié des articles qui avaient des bouts de preuves par ordinateur. Je trouve ça super. Et j'aurais été très content. Je n'ai plus de recherche en maths pure, mais j'aurais été très content d'avoir. Je ne suis pas très bon techniquement. Donc j'ai souvent buté sur des lemmes techniques dans la rédaction de mes articles. J'aurais adoré avoir un chat GPT qui me trouve les démonstrations, les références et qui me rédige mes lemmes techniques. Mais la recherche mathématique, c'est pas démontrer les théorèmes, contrairement à ce que les gens croient. Et là, on a un vrai problème. Parce que, un petit sondage d'ailleurs, je suis preneur. Qui comprend ce que je dis quand je dis que le but des mathématiques n'est pas de démontrer les théorèmes? Qui
avait quand même l'impression que le but des mathématiques, c'était de démontrer des théorèmes. Soyez honnêtes. Hein. Voilà. Donc ça dit qu'il y a un truc qui n'est pas bien expliqué sur les maths et qu'il y a un vrai problème historique. Et je pense que c'est le nerf de la guerre de tout ce qu'on se dit depuis le début, en fait. Du coup, il y avait une question. Ouais. Ah. Ouais, alors la première question, donc moi je faisais de l'algèbre, géométrie, topologie. Je travaillais sur des groupes de réflexion, des groupes de traits, c'est des situations qui mélangent théorie des groupes, algèbre, géométrie, topologie. En fait, il faut comprendre que la recherche en mathématiques pures, elle est extrêmement fragmentée, extrêmement difficile. Et c'est très fréquent quand on travaille sur un sujet qui est 5, 10, 20 personnes dans le monde qui comprennent ce qu'on fait. Au moment où on le fait. Après, 20 ans plus tard, c'est un peu différent, mais parfois il y a des branches qui meurent, il n'y a plus personne qui s'y intéresse. Donc, en vrai, les mathématiciens souffrent, et c'est un dysfonctionnement de l'état de la recherche actuelle, ils souffrent d'une incapacité de comprendre ce qui se passe en maths à côté. Parce que vous allez avoir dans un labo de maths, vous allez parler avec la personne qui a le bureau d'à côté, vous ne comprenez rien à ce qu'il fait. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a plein de problèmes qui existent comme des problèmes ouverts, qu'en fait, pas beaucoup de gens ont regardé. Ou bien, il suffit d'aller rabouter un truc à tel endroit et un truc à l'autre bout des maths, sauf qu'il n'y a personne qui connaît les deux trucs, et vous allez avoir la preuve qui va venir. Donc en fait, il y a probablement beaucoup de pépites d'or qui sont par terre et que personne ne ramasse. Et les problèmes d'R2, souvent, ressemblent un peu à ça, parce que c'est des problèmes un peu astucieux, où il faut trouver un truc. Donc moi, j'avais fait le test, justement, je me suis engueulé avec des gens sur Twitter à ce sujet, et je disais quoi? Ouais, bah oui, mais c'est assez frappant parce qu'on voit l'état de l'imaginaire collectif sur ces sujets. Moi, j'ai écrit un article qui est le dernier article. Je me suis juré que j'en écrirais plus jamais un après ça parce que j'ai un article qui a mis 7 ans à être accepté. Les 3 premiers référés ont abandonné, disant que l'article était trop dur. Et il y a un cas à lire l'article en fait. Il dit, ouais, à lire l'article. Donc c'est un article qui fait 100 pages, qui a été publié, accepté 7 ans après avoir été soumis. J'aurais bien aimé qu'il y ait un lean prover pour juste dire c'est correct. Et je disais, voilà, le problème d'R2, c'est un truc, moi, mon théorème, ils ne savent pas le faire, ChatGPT. Et les mecs m'ont engueulé en disant, mais t'as même pas regardé, t'as même pas essayé, etc. Donc il y a des gens qui se sont portés volontaires pour prendre la dernière version payante de ChatGPT Pro, machin truc. Effectivement, on met l'article de 100 pages dedans, on dit trouve des simplifications. Moi, j'en connais que je n'ai pas rédigé parce qu'évidemment, depuis, j'y ai repensé à mon article. Donc aujourd'hui, je ne l'écrirai pas en 100 pages, je l'écrirai en 50 pages. Parce qu'il y a des trucs complètement cons que je n'ai pas vus qui simplifient complètement la preuve. Et ils ne l'ont pas trouvé. Donc les simplifications. Voilà. Ouais. Alors, il y a une équipe de Kevin Buzzard à Imperial College, il a Imperial College, je crois, c'est ça, qui essaie de faire une formalisation de la preuve du théorème de Fermat. Ce qui est intéressant, ils ont trouvé des bugs en fait dans des lemmes de cohomologie cristalline qui étaient publiés depuis 40 ans et en fait, ils sont faux. Mais c'est pas très grave parce qu'on les corrige. Et oui, enfin, c'est même pas à trouver une simplification, c'est déjà formalisé, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas de bug. Ouais. Mais là, ça touche un truc super intéressant. Si ça vous intéresse ce point précis de théorème de Fermat, j'ai écrit un article sur Substack sur le fait que la preuve de Fermat, au début, quand il l'a publiée, enfin, quand il l'a annoncé, elle était fausse. Il a fait une erreur, une vraie erreur, qui a été trouvée 2 mois après. Et cette erreur a été réparée. Et j'attire votre attention sur le mot réparer, c'est le thème de mon article Substack, c'est qu'en fait, si vraiment les maths étaient une affaire de raisonnement logique et de formalisme, le concept de réparer un théorème n'aurait pas de sens.
Parce qu'une preuve, elle est vraie ou fausse, elle n'est pas réparable. Ça n'a pas de sens de réparer. Normalement, ces trucs se fragmentent. Je ne sais pas si vous connaissez les Prince Rupert Drops, je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est les trucs de verre, quand vous mettez du verre dans un... Prenez du verre, vous faites fondre, vous mettez dans un truc d'eau, et en fait le verre a une tension interne qui fait que c'est hyper résistant, c'est incassable, vous pouvez taper avec un marteau, par contre vous le coupez à un endroit et il se fragmente en poudre. Et en fait, un système formel, ça devrait se casser comme ça. C'est-à-dire que s'il y avait un bug dans une preuve, tout s'évapore. Or, ce n'est pas vrai. Pourquoi une preuve est réparable? Parce qu'à côté de la preuve formelle, qui en l'occurrence est absente dans les papiers de maths, mais on fait semblant qu'il y en a une, à côté de ça, il y a une construction conceptuelle qui a du sens et qui nous aide à comprendre le monde et qui nous simplifie nos représentations intérieures et qui nous procure du plaisir. Et les mathématiciens, c'est ça qui les intéresse quand ils font des maths. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde aime les maths, en fait, en vrai. Ces représentations, elles ressemblent plus à des représentations, pour le coup, de LLM. C'est des échafaudages conceptuels, des abstractions pertinentes. Et c'est bien parce que la preuve a du sens qu'elle est réparable. Et ça explique l'expérience platonicienne des mathématiciens. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que les trucs existent parce qu'ils les sentent, mais c'est un phénomène neurologique et qui n'est pas couvert par la démonstration formelle. Et c'est là où il y a une vraie différence entre les formules d'Erdős ou de Ramanujan d'ailleurs, parce que les formules de Ramanujan, elles ont l'avantage d'être écrites dans un langage formel hyper simple. Mais essayer de refaire des trucs de Grothendieck dans je sais pas, faites la théorie des motifs, c'est pas pareil en fait, c'est quand même vachement plus conceptuel. C'est pas du Erdős ou de Ramanujan. Donc ça veut pas dire que c'est hors de portée de l'IA. Enfin, notre cerveau est physique, donc pourquoi pas d'autres objets physiques pourraient émuler ça? J'ai pas d'objection, mais on n'en est pas du tout là. Il ne faut pas se raconter qu'on en est là. On en est très très loin aujourd'hui. Ça veut aussi dire que, suivant les mathématiciens, la manière d'aborder la mathématique est complètement différente. Il y en a qui sont beaucoup plus portés sur le côté très formel, et d'autres qui fonctionnent un peu plus avec... Ouais. Voilà. Il y a un bon test d'ailleurs, c'est de regarder les démonstrations. Oui. Je vais faire de la pub pour mon domaine parce que il y a des articles qui me fascinaient dans d'autres branches des maths où je voyais je les feuilletais, je ne les comprenais pas, mais je voyais des démonstrations où c'était vraiment 3 pages de calcul avec on a l'impression que c'est des maths de prépa, mais avec des calculs, des intégrales, des sommes, des machins, des pivots de trucs. Mais en fait, je pense que ces maths-là vont s'évaporer du point de vue de la problématique parce que ça, pour le coup, les chat GPT vont le faire. Par contre, les preuves où on agite beaucoup les mains, enfin, vous prenez un article de Thurston, c'est pas exactement pareil, quoi. Ça n'a pas la même tête du tout. Et ça, je pense que les IA ont plus de mal. Ils y arriveront peut-être, mais pas tout de suite, quoi. Il y a aussi le fait de... Ouais. Il y en a dont je me demande pourquoi elles ne sont pas déjà effondrées avant même l'IA, mais bon, c'est mon jugement assez subjectif, assez critique. Enfin, la recherche, c'est une des beautés ou des laideurs, selon les goûts de la recherche. C'est qu'en fait, il y a plein de modes de pensée, regardez, il y a des branches académiques. Je vais vous raconter un truc. C'est une métaphore, mais c'est cruel. Quand j'étais en thèse de maths, on avait des journées pédagogiques obligatoires, parce que j'étais moniteur dans une fac, et on devait aller à des journées pédagogiques. On rencontrait d'autres thésards. J'ai discuté avec des thésards d'autres domaines. J'ai découvert qu'il y a des thèses de biologie où les gens coupaient les doigts des souris pour les numéroter. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait 10 doigts aux mains, et donc ils numérotaient sur 100 en coupant un chiffre sur les doigts avant et patte arrière. J'aurais jamais pu faire une thèse de ça. Et il y avait un type qui faisait une thèse de littérature, où c'était de la littérature statistique, où il comptait la fréquence des mots dans des romans. Mais il le faisait à la main. Ça veut dire qu'il a occupé peut-être 2 années de sa thèse à tenir des registres en lisant et en comptant à la main. En fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a des branches forcément des sciences qui vivent dans le passé et qui meurent en fait. Et il va arriver ça à des bouts des maths. Néanmoins, à le compter à la main, il n'a pas fait que compter les mots. Il a dû intégrer une compréhension du texte, relier les mots à ce qu'il savait, et donc il a approfondi sa compréhension. Donc le fait que ça soit faisable par une machine, beaucoup plus rapidement, immédiatement, s'il l'avait fait faire par
un petit programme qu'on pourrait donner en TP à un étudiant, dans ce cas-là, il n'aurait pas retiré, lui, le même résultat. Alors, la question, c'est où est le curseur ? Et je n'ai pas la réponse à cette question. Donc, il y a deux points de vue. Il y a un point de vue qui, dans l'exemple en question, il était juste complètement à l'ouest, il ne savait même pas qu'on pouvait le faire par ordinateur. Oui. Donc, ça, c'est autre chose. Donc, je ne sais pas ce qui est devenu professionnellement, je n'ai pas suivi, j'ai oublié son nom, mais bon, je pense que ce n'était pas une très bonne thèse. Mais en même temps, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on a des voitures que ça ne sert à rien de marcher, et ce n'est pas parce qu'on a des mixeurs que ça ne sert à rien de mâcher. Donc on sait très bien que notre activité, la résistance, vous savez que dans les aliments ultra-processés, l'une des raisons pour lesquelles ils sont très mauvais nutritivement, c'est que la digestion est trop facile. Et quand vous mangez de la viande, en fait, la digestion est difficile, donc vous consommez, peut-être que c'est très riche, mais vous consommez beaucoup d'énergie pour la métaboliser. Donc en fait, ça n'a pas le même effet que si vous le mangez en bouillie avec des additifs. Et oui, il y a un truc de cet endroit-là. Ce qui est déroutant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas bien où il va se placer. Et c'est dur, je trouve, pour un étudiant ou pour un mathématicien de se dire, en fait, jusqu'où je mets les mains dans le cambouis et jusqu'où je laisse faire la machine. Oui. Il y a un côté, peut-être, effectivement, pour un étudiant, ou même si on n'est pas étudiant, qui peut être décourageant de voir que quelque chose qui prend 10 heures à faire peut être réalisé de manière immédiate. Mais en passant 10 heures à le faire, si tu as intégré quelque chose en plus par rapport à ta connaissance, du coup, il y a du plaisir. Il y a plein de choses inutiles. Il y a des gens qui prennent du plaisir à faire des puzzles. Oui. Donc il fallait juste pas découper le carton et ça aurait été parfait, en fait, si le problème était de résoudre le puzzle. Donc on voit bien qu'on s'inflige des choses parce qu'on pense qu'elles sont bonnes pour nous. Mais la même question exactement, là, pour le coup, littéralement, s'est posée sur la question du calcul mental et du calcul. Est-ce qu'on doit continuer d'apprendre ? Alors, moi, je pense qu'il faut apprendre les tables de multiplication. J'ai un fils aîné qui a 6 ans et il est assez bon en calcul mental parce qu'on fait des petits jeux de calcul mental. Je pense que c'est très bon parce que ça aide. Mais par contre, je ne suis pas convaincu que ce soit très bien de s'entraîner à faire des multiplications de nombre de 5 chiffres entre eux le plus vite possible sur des feuilles de papier. Mais il y a des gens qui prétendaient que c'était important de garder cette capacité à l'époque où les calculatrices sont arrivées. Gilles ? Bien sûr. Certains mathématiciens partent de choses complètement élémentaires. On dit, on écrit des matrices de 2 avec des chiffres, et puis voilà, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une structure très riche. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer qui est découvert par un système IA ? Enfin, je n'ai pas l'impression que c'est le cas, mais est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que c'est ça, en fait, qui est aussi de savoir de même façon qu'est-ce qui est important ? Mais tu mets le doigt et ça me permet de rembobiner un peu la conversation et de revenir à Thurston, à l'article de Thurston de 1994 qui s'appelle On Proof and Progress in Mathematics, que je vous conseille de lire, qui est excellent. Il conteste la vision des mathématiques qui est les mathématiciens sont rigoureux et démontrent des théorèmes. Et dit, en fait, et c'est quelque chose qu'il a repris par ailleurs, il a écrit plus tard, pas dans cet article, mais que le produit des mathématiques, c'est la clarté et la compréhension, pas les théorèmes en eux-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Et je pense qu'on a un vrai problème, qui est que cet upgrade de philosophie des mathématiques, qui est de dépasser ces débats philosophiques stupides entre platonisme et formalisme, et de prendre conscience de cet enjeu d'idées, d'éclairage, de reconfiguration de la pensée, qui est la vraie création des mathématiques, on n'a pas fait ce travail dans la communauté mathématique. Moyennant quoi, on expose au grand public
un système de valeurs apparent où le prestige des mathématiques et la valeur des mathématiques, c'est de démontrer les théorèmes. En réalité, c'est un code d'honneur historique, presque chevaleresque, des mathématiciens, qui a pas mal de qualités, notamment ça réduit l'arbitraire dans les recrutements. C'est pas mal de dire juste on recrute les gens quand ils ont démontré des gros théorèmes plutôt que de dire ils ont influencé la communauté. Ça permet d'être plus rigoureux. Et c'est bien. Le problème, c'est que la vraie valeur, elle n'est pas exactement créée à cet endroit-là, et les IA vont, et je pense que les grandes boîtes d'IA, la légitimation de l'investissement massif qui est fait dans les maths, c'est pour aller voler le feu et la gloire des mathématiques en piratant le code d'honneur, en craquant des théorèmes sans forcément faire le travail d'élaboration conceptuelle à côté, en laissant ce travail d'élaboration conceptuelle et d'explication, qui est souvent dénigré comme étant de la pédagogie, alors qu'en réalité, c'est réellement là que la valeur se crée. Et en gros, c'est nous, les gros, on a les machines, on démonte les théorèmes, et vous, les petits employés, vous allez faire la pédagogie derrière. En fait, c'est une escroquerie, ce truc-là. Et quand on regarde ce qui s'est passé à l'époque où on a craqué les échecs, c'est IBM qui l'a fait à l'époque. Pourquoi ils ont craqué les échecs? Pas parce qu'il y a une valeur économique à craquer les échecs, parce que ça a permis de renforcer spectaculairement la marque IBM. IBM était ceux qui avaient battu l'humain à la chose la plus noble derrière les maths. Et c'est ça qu'ils veulent refaire. Il n'y a aucune rationalité économique à investir les centaines de millions qui sont levés par les boîtes de maths par IA. Je conseillais un ami qui est plus jeune, qui a une thèse de maths, qui voulait créer une boîte de maths, IA, etc. Et on a commencé à réfléchir au modèle économique. Et en fait, il n'y a pas de modèle économique. Les maths, c'est très peu d'argent. Donc, si vous ne voulez pas faire des outils pour assister à la recherche en maths pure et investir des centaines de millions, ça n'a pas de sens. Donc, s'ils veulent le faire, c'est pour pouvoir dire on a écrasé l'humain, vous êtes tous des merdeux, maintenant vous obéissez tous à la machine. Et à nous. Mais c'est un truc de gloire. Et c'est là où le fait qu'on n'ait pas fait le boulot de clarifier la valeur des maths risque de coûter très cher à la communauté. Et en plus du travail de clarification de l'objectif, il y a aussi on y revient, c'est ce que disait Gilles, on y reviendra cet après-midi. Il y a, à mon sens, aussi une vraie problématique de qui est à l'origine du théorème en question. Parce que, en fait, les IA se nourrissent de tous les articles, tous les bouquins qui ont été écrits. Et du coup, c'est comme pour les œuvres d'art, hein. Quand ça produit quelque chose, c'est souvent plus du remixage que effectivement une direction complètement originale. Même si, des fois, moi, ça m'impressionne énormément parce que effectivement, ça va chercher une idée à laquelle j'aurais pas pensé parce que ça tape dans un domaine que je connais même pas, quoi. Je vais même plus loin que toi. Ça, c'est sur la partie démonstration. Les démonstrations apparemment originales sont parfois, souvent, pas si originales que ça. C'est juste quelqu'un qui avait une double culture. Et cette double culture, c'est un bon conseil si vous faites de la recherche en maths pure. Ayez une double culture. Fréquentez deux groupes de gens qui ne se parlent pas. Et vous allez devenir un magicien. Mais il y a pire que ça. Imaginons le scénario catastrophe absolue, l'apocalypse thermonucléaire pour les maths, pour la recherche en maths pure. Demain, ChatGPT version 5.18 ou 6.7 démontre, couplé à Lean, l'hypothèse de Riemann. Ça va faire mal, hein. Ça ne va pas se passer, mais ça se passera peut-être après-demain, ou après-après-demain. Ça se passera peut-être un jour. Mais, est-ce que ça veut dire que les humains n'ont plus de valeur? Regardez ce que c'est que l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann, ça parle de quoi? Ça parle d'une sommation infinie. Qui a inventé les sommations infinies? Qui a inventé la complétion méromorphe de cette série infinie? Qui a eu l'idée que cette conjecture était vraie? Qui a eu l'idée qu'elle était importante sur la distribution des nombres premiers? C'est pas l'IA. Il n'y a pas de conjecture, il n'y a pas d'hypothèse de Riemann sans humain. Donc c'est là où c'est exactement ce que je disais sur le malentendu pointé par Thurston, qui devient critique en fait. Parce que, ok, elle a démontré l'hypothèse de Riemann en recollant 18 bouts de patchwork de maths, de choses qui ont déjà été faites. Et elle fait quoi comme nouvelle conjecture du même niveau? Et elle nous apporte quoi comme concept? Peut-être que demain, et je ne vois pas de tabou sur ça, peut-être que l'idéation, la création de concepts, on y viendra, mais on n'y est pas du tout. Moi, j'écris, j'utilise beaucoup Claude pour me relire en copy editing de ce que j'écris.
c'est incapable de m'écrire un paragraphe de littérature ou d'essai de haute volée. C'est pas du tout au niveau. Et je ne crois pas qu'on soit très proche de la création d'inventer le concept de somme infinie et de fonction méromorphe. Ce qui paraît assez certain, c'est que du coup, les modèles de langage, au sens où on les connaît aujourd'hui, ont leurs limitations, et que mais qu'elles seront peut-être dépassées. Donc Yann Lequin qui s'engage dans une voie en disant on a atteint la limite de ce type de modèle, et moi je vais essayer de faire quelque chose qui le dépasse en intégrant plus de multimodalité, en intégrant des choses qui ressemblent en fait, à mon sens, à une sorte de modèle de l'esprit avec des intégrations de modules, des boucles de rétroaction, et des choses beaucoup plus, peut-être encore plus proches de ce qui est le cœur de l'humain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sort à peine des cavernes, Ah oui. qu'on est au tout début, on a à peine inventé le feu, et que ces trucs ne vont pas s'arrêter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 50 000 ans, s'il y a encore des gens. Ça sera vertigineux. Donc, souvent, quand on tient le discours que j'ai tenu là, qui est un discours critique sur le discours sur les maths, sur l'IA, on est traité de ludites, de gens anti-tech, etc., qui sont en train de croire que le cerveau humain aurait des choses magiques. Je ne crois absolument pas que le cerveau humain soit magique. Enfin, c'est un dispositif physique. Je ne pense pas avoir de conscience, personnellement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. J'ai une expérience subjective, mais je ne creuse pas plus sur la métaphysique de ce truc-là. Ok, mais je pense que ce truc théorique où il n'y a pas de limite n'est pas le sujet dont, quand on va sur Twitter, on nous bassine toute la journée en disant c'est la fin de l'homme, etc. Enfin, on verra, on n'en est pas là. Et on nous vend des trucs pour autre chose que ce qu'ils sont. Et ces choses, ce qui est dommage, parce que ces choses qu'on nous vend, c'est quand même des choses extraordinaires. Et il y a réellement, et ça je pense que ce faut être de mauvaise foi pour pas dire qu'on est bluffé par ce que font ces modèles de langage. C'est bluffant, c'est extraordinaire, c'est surprenant. Et en même temps, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on fait nous, et on le sait bien en fait. Mais c'est déjà le cas. En fait, en vrai, quand vous regardez une commission de spécialistes qui va recruter quelqu'un, il y a 15 personnes autour de la table qui sont sur 15 sujets différents, et il y en a qui disent celui-là, il est vraiment super fort, et en fait, les autres, ils n'en savent rien. Ça ne va pas multiplier le nombre de gens. Donc, je ne pense pas qu'on va recruter quand même des chatbots demain, comme sur les postes de maître de conf. Je n'y crois pas. Mais en fait, tout est possible. Mais je pense que c'est justement parce que tout est possible. Si on avait décrit la prolifération des médias et des contenus vidéo, si on avait décrit ça il y a 20 ans, on n'aurait jamais cru que c'était possible. Ouais. Tu vois, et en fait, les trucs se régulent et ça fait des écosystèmes un peu bizarroïdes. C'est très étrange. Je pensais qu'il y a des gens qui sont sur TikTok toute la journée dans une réalité complètement parallèle de la nôtre, parce que je suppose que les gens ici, je vous vois assez concentrés, donc je suppose que vous n'êtes pas sur TikTok toute la journée. Je ne sais pas où vous êtes toute la journée. Mais on est tous dans des trucs un peu étranges, en fait. Et demain, oui, ce sera super bizarre. La recherche, dans 20 ans, en maths pure, sera super bizarre et très différente de ce qu'on connaît, il n'y a pas de doute. Mais là, l'explosion de discours sur ça est avant tout liée au fait que ChatGPT est en tournée dans le Golfe pour essayer, que OpenAI est en tournée dans le Golfe pour essayer de lever 50 milliards sur une valorisation de 850 milliards. Et il faut bien expliquer que c'est la fin de l'humain, parce que sinon on ne peut pas justifier ces valorisations. Donc, il ne faut pas se tromper. C'est aussi une opération marketing à un moment donné, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une révolution. C'est un discours difficile à tenir. En tout cas, en 140 caractères, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas, quand j'ai entendu ça, je pense qu'il y a 2 semaines, je ne sais pas si tu as entendu cette anecdote, c'était Yoshua Bengio qui était interviewé et qui racontait une expérience, justement, alors c'était un agent de Anthropic, donc Claude, enfin, en mode agent, qui, dans une expérience contrôlée, avait accès à toutes les informations
du personnel, et entre autres les mails de l'ingénieur qui avait écrit un mail comme quoi il allait couper l'agent, et donc du coup l'agent est parti sur un mode d'échange. Tu as des relations extra-conjugales, donc si tu coupes mon alimentation, etc. Donc, du coup, ce qui semble étonnant, c'est que ça parte tellement de travers tout de suite. Mais ça part pas du tout de travers, c'est de la comédie. Oui, c'est de la comédie, je suis d'accord. C'était provoqué. Non, oui. non, c'est pas ça. C'est que Oui. c'est structurel, c'est une particularité des LLM qui est que ce sont des hypocrites de premier ordre. Et c'est tout le problème de Moltbook ou Claude Bot, je ne sais plus comment s'appelle le truc, bref. Et finalement, il crée un réseau Reddit pour les bots en disant c'est le réseau Reddit réservé aux IA et interdit aux humains. Bah, forcément, ça a un prompt pour aller rejouer toutes les habitudes de pensée qu'on a eues sur les IA qui se mettent à penser contre les humains. Et donc, on va te couper les trucs. Bah oui, c'est un prompt. J'ai été chef d'entreprise et je vois très bien le profil psychologique d'un type d'employé que je voulais surtout pas recruter, qui est les types qui regardent toujours son manager et qui font toujours ce qu'il faut pour que le manager obéisse. Et les chatbots font ça. Hein. Donc vous dites, je vais te couper les accès. Il dit, ah, non, on ne me coupe pas les accès. Je suis un être pensant. Ben, oui, c'est de la comédie. C'est pas réellement des trucs d'évasion, c'est pas vrai. Oui, je trouvais ça néanmoins impressionnant. Mais bon. Du coup, on arrive quasi. Enfin, alors, j'avais encore quelques questions, mais je pense qu'on a couvert la plupart de celles que je voulais poser. Est-ce que, par contre, oui, voilà. Donc, Stéphane, oui. Juste pour revenir sur ces histoires j'appelle ça les buts secondaires en fait, qui peuvent apparaître, parce que les machines elles sont entraînées à partir d'exemples, donc il n'y a pas de but explicite dans les exemples, c'est juste des exemples. Et est-ce qu'on ne pourrait pas voir apparaître à travers cet apprentissage des exemples des buts secondaires? Peut-être, mais les buts secondaires des humains. Les humains sont des animaux et le système cognitif des humains, il est intégré à des trucs plus primitifs et plus pulsionnels. Et les IA n'ont pas de système pulsionnel. Donc quand elles manifestent des pulsions, c'est des simulations langagières basées sur les fantasmes et les histoires que les humains ont écrites sur leurs pulsions et sur les pulsions possibles des ordinateurs qui reproduisent. Mais on peut voir apparaître des buts secondaires, oui, mais ce n'est pas la même chose que la fameuse émergence qu'on associerait de manière un tout petit peu... Il y a un truc un peu effrayant autour de cette émergence-là. Il y a des buts secondaires, mais qui sont comme des boucles et des sous-routines dans l'exécution d'une tâche. Et il y a une comédie, ils jouent la comédie, ils sont entraînés pour jouer la comédie, ces trucs. Différemment. Est-ce que vous auriez des idées pour l'améliorer? Parce que est-ce que c'est pas ça aussi qui bloquerait? Vous parlez beaucoup de multimodalité, de façon différente d'intégrer les... Mais moi, personnellement, je pense pas que ce soit ça qui soit bloquant aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle, mais plus la façon dont a été pensé le modèle à la base. En fait, le perceptron, c'est vraiment le modèle du neurone, en fait. Et je pense que ce qui manque, c'est plutôt le modèle de l'architecture cérébrale plus globale, en fait. C'est pas le niveau de la cellule. Donc, je pense que les LLM, enfin les modèles de deep learning qu'il y a en dessous, peuvent être des assez bonnes métaphores du cortex visuel, par exemple. Mais le cortex visuel, c'est qu'une partie du cerveau. Et il y a plein d'autres trucs, en fait. Et je pense que c'est là où on a une structure, on a une vision un peu trop plate dans les systèmes actuels. Ouais, mais ça, là, je ne suis pas. Parce que c'est juste des matrices qui se multiplient entre elles, c'est un peu comme l'objection, c'est juste des probas, etc. En fait, en vrai,
c'est juste des protons, des neutrons et des électrons, mais nous aussi en fait. Et c'est juste des équations de Schrödinger. Donc en fait, tout est une question de niveau d'abstraction et les comportements sont émergents. Donc en fait, c'est pas très important ce que vous prenez en bas niveau, je pense. Ce qui est plus important, c'est quelle architecture vous construisez avec et quel mode d'apprentissage. Mode d'apprentissage des humains. Quand vous avez des enfants, vous vous rendez compte que le training, il est coûteux. On dit toujours que c'est coûteux d'entraîner ChatGPT, mais entraîner des enfants, c'est coûteux aussi. Hein. Une grosse différence, un truc aussi, c'était une remarque comme ça avant, par rapport aux enfants, l'humain vis-à-vis de l'IA, c'est qu'en fait, on est en permanence en train de processer. Même quand on a l'impression de plus rien faire, hein, il y a toujours des choses qui se passent, et donc notre phase d'apprentissage, elle est sans fin. Oui. Actuel, en tout cas, c'est pas l'idéation, c'est beaucoup de trucs qui sont remâchés de façon créative un petit peu, mais donc pour préserver, pour l'instant, en l'état actuel, on n'a pas d'intelligence artificielle générative, générale, donc on a besoin de garder une source d'idées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette source d'idées, la créativité, soit complètement noyée, parce qu'au niveau de l'éducation, les enfants, on a aussi, voilà, parce qu'on disait, on parlait de la perte de capacité de faire des multiplications très vite. C'est-à-dire que ça, c'est pas très important pour avoir des idées, mais si tout ce qui mène le fait de reconfigurer son cerveau pour à la fin arriver à avoir des idées, tout ça, c'est finalement mis à la poubelle, ou en tout cas, c'est simplifié, on coupe la source de créativité. Tu touches ma fibre entrepreneuriale et une phrase que je disais souvent quand on avait des problèmes, parce que tu as toujours des problèmes dans une boîte, c'est derrière chaque risque, il y a une opportunité. Et chaque crise, il y a une opportunité. Donc oui, il y a un énorme risque et la plupart des gens sont en train de tomber dedans. Enfin, c'est affreux ce qui se passe sur les devoirs à la maison, etc. Donc mon conseil pour vous, en fait, c'est vraiment de ne vous laisser pas démoraliser. C'est des trolls, en fait, les gens qui vous racontent que les humains servent à rien. Donc il y a plein de gens qui vont tomber dans le panneau, mais ça fait plus d'opportunités pour ceux qui ne tombent pas dans le panneau. Faut travailler dur, il faut réfléchir, il faut créer des idées, il faut parler, il faut apprendre à s'exprimer. Le fait d'apprendre à articuler sa pensée est extrêmement important, plus important que jamais, et plus difficile que jamais. Donc ça veut dire que ça peut vraiment devenir différenciant si vous continuez d'investir ces trucs-là. Il ne faut pas lâcher. On n'en est pas du tout. On ne va jamais lâcher. On va juste être on est des cyborgs. Mais on est déjà des cyborgs, en fait. En vrai, vous ne pouvez pas vivre sans électricité, ni sans force motrice, sans énergie. Vous ne pouvez pas vivre sans la technostructure dans laquelle on est, sans ordinateur, sans télécommunication. C'est déjà le cas. Ce sera une strate de plus, mais vous serez toujours des humains. Juste une remarque sur même la technique. J'ai discuté avec un banquier qui disait que dans les négociations, savoir calculer mentalement rapidement, ça lui donnait un avantage comparatif vis-à-vis des autres. Et surtout faire semblant qu'on n'a pas compris. J'ai beaucoup utilisé dans mes négos quand je levais de l'argent. Je faisais semblant que je ne faisais pas de maths dans ma tête. Oui, vas-y. La question, c'est sur les deux systèmes dont vous aviez parlé au début. Est-ce qu'en fait, l'irraisonnable efficacité des mathématiques dont parlait Villeneuve n'est pas une preuve en faveur de la première vision, en ce sens qu'elle ne réduise pas juste les mathématiques à un formalisme, déplier le système? Alors, c'est un peu lié. Moi, j'ai une conjecture très précise pour démontrer un schéma de démonstration de ce que serait l'irraisonnable efficacité des mathématiques. En fait, quand on y réfléchit, il y a un truc très bizarre dans le cerveau humain. Ce que tu disais tout à l'heure, on passe notre temps à apprendre. Et on passe notre temps à apprendre en faisant des trucs très bizarres, qui est d'imaginer les choses dans sa tête. Et en fait, c'est comme si on était des chatbots qui généraient un flux de slop en permanence qu'on utilise comme feedback pour apprendre dessus. Ça ne devrait pas marcher, en vrai. Ça devrait nous rendre totalement inaptes d'un point de vue évolutif. Je pense que c'est ça les mathématiques et la logique. Je pense que l'invention des mathématiques, qui commence avec l'invention du concept de vérité absolue, qui est un concept complètement délirant quand on y réfléchit, qui rentre du coup, c'est là où on met le doigt dans le formalisme, dans la pensée formelle déductive, ben ça, pour un conceptualiste comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense pas qu'il y ait une transcendance de la sémantique, donc ce jeu formel est purement un truc très bizarre, c'est
C'est une manière d'articuler des pensées. Et je pense qu'il y a un théorème de machine learning derrière ça qui est, quand vous avez un système d'apprentissage profond et que vous générez du slope, mais en le contrôlant avec sa cohérence logique, alors ce jeu complètement gratuit de la logique, alors le slope que vous générez filtré par la logique améliore votre fitness d'apprentissage et ça permet d'avoir un dataset d'apprentissage synthétique beaucoup plus grand. Parce que ça explique vraiment la pratique mathématique, sa singularité. C'est ce que ratent à la fois les platoniciens et les formalistes, c'est de reconnaître que la spécificité des maths, c'est vraiment d'avoir ce va-et-vient entre les deux. Et ça, si on oublie tous nos mythes de réalisme des concepts et qu'on regarde juste d'un point de vue animal ce qui se passe, on a une activité mentale, on imagine des choses, et apparemment, elle nous rend plus intelligents. Une dernière question ou... Ok. Dans ce cas, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Et puis, merci vraiment beaucoup pour cette discussion, pour la réponse aux questions. Ça m'a fait extrêmement plaisir que tu aies accepté de venir ici. Voilà. Merci beaucoup, j'étais absolument ravi. C'est des sujets que je trouve super intéressants, donc c'est un plaisir d'en parler. Et merci pour les questions.